de parler des dentifrices fluorés, des vernis fluorés et des scellements de sillon. On va voir que on va sortir de la prévention pure, puisqu'on a dit tout à l'heure que les limites étaient un petit peu floues entre la prévention et le curatif, et on va voir qu'avec les 3 dispositifs dont on va parler maintenant, les limites sont en effet très très floues, puisque les 3 s'adressent aussi bien ou visent la prévention primaire, mais aussi secondaire, tertiaire, dont on a parlé juste avant, et même un nouveau concept de prévention quaternaire que je décrirai en fin d'intervention. Alors, le dentifrice fluoré au quotidien, bon, quoi de neuf? Une avancée majeure depuis 2019, donc c'est l'inscription des dentifrices fluorés aux côtés du fluorure d'imiamine d'argent et des ciments verionomères dans la liste des médicaments essentiels, donc liste faite par l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez tous que le dentifrice fluoré est un moyen cariopréventif simple, efficace, et ce dès la première dent, facile à mettre en œuvre, donc par les parents à la maison. Et il y a une littérature très abondante sur le sujet. Je vais rappeler quelques éléments clés qui sont, premièrement, qu'il n'y a pas de preuve d'efficacité cariopréventive des dispositif fluoré à moins de 1000 ppm. L'efficacité des dentifrices fluorés est majorée lorsqu'il y a 2 brossages par jour par rapport à 1. L'efficacité est majorée lorsque chez l'enfant, le brossage est d'abord réalisé par les parents, puis supervisé jusqu'à peu près l'âge de 8 ans. Et que, pour l'instant, les molécules alternatives n'ont pas montré d'efficacité supérieure ou même égale au fluor, et parfois il n'y a même pas de preuves scientifiques. Voici les recommandations actuelles qui ont été édictées par l'UFSBD, donc 2 brossages par jour, 2 minutes, avec un dentifrice fluoré d'au moins 1000 ppm de fluor, idéalement non recraché après le brossage. Donc je rappelle qu'il faut qu'il soit supervisé par les parents jusqu'à l'âge de 7-8 ans, et que la quantité de dentifrice sur la brosse à dents et que le dosage peuvent ou doivent être adaptés à l'âge du patient et à son risque carieux. Quoi de neuf dans la littérature? En 2019, donc, une revue de la littérature parue dans la Cochrane Library qui dit que dans un contexte ODF, il n'y a pas forcément nécessité d'aller jusqu'à des dispositifs, des dentifrices fluorés à 5000 ppm de fluor, puisqu'il n'y a pas d'efficacité cariopréventive majorée. Une revue qui est sortie il y a quelques semaines à propos du risque de fluorose en denture permanente lorsqu'il y a utilisation précoce de fluor topique. Il s'avère globalement que le risque de fluorose est modéré. La première conclusion, c'est que déjà, il y a un niveau de preuve faible à très faible de risque de fluorose sur les dents permanentes, ou une impossibilité de conclure lorsque, si on prend des facteurs isolés, pour le dentifrice fluoré et le vernis fluoré en fonction de l'âge de début d'utilisation, et pour le dentifrice fluoré en fonction de la quantité et de la fréquence de brossage. Par contre, lorsqu'on combine dentifrice fluoré à plus de 1000 ppm de fluor, utilisé à partir de 1 à 2 ans et jusqu'à 5 et 6 ans, là, il y a donc un risque modéré de fluorose sur les dents permanentes. Il me semblait intéressant aussi de vous parler des dentifrices bio et des dentifrices faits maison, puisqu'il y a une demande croissante pour ces 2 dispositifs, et déjà faire le distinguo entre les 2. Alors, les dentifrices bio sont des dispositifs qui concernent au moins 95% d'ingrédients d'origine biologique ou végétale et qui ne contiennent pas de conservateurs chimiques de synthèse.
Il en existe avec du fluor. La plupart ne contiennent pas de fluor. Donc il faut apprendre aux patients, au moins aux parents, de bien regarder la notice ou regarder sur le tube si le dentifrice bio contient ou non du fluor. On ne peut pas dire que le dentifrice biologique soit moins intéressé que le dentifrice standard. C'est une question de choix. Mais il faut donc vraiment apprendre aux patients à reconnaître le dispositif qu'ils achètent. Alors, le dentifrice fait maison, ça c'est un vaste sujet. Pour la petite histoire, en 2019, j'ai rencontré dans ce même colloque le professeur Coiffard, donc, qui est pharmacienne PUPH à Nantes, et ensemble, on a décidé de travailler sur les dentifrices fait maison. Et donc, 2 ans après le colloque, on a sorti notre premier article sur le sujet dans le British Dental Journal avec un état des lieux de 84 recettes qui avaient été glanées sur Internet. Et on voulait regarder les recettes et les analyser. Et cette année, avec une de nos jeunes consoeurs qui a été thésée il y a 15 jours, Anne Bourgeot, on a continué le travail en incluant 122 recettes. D'ailleurs, le travail a été soumis en début de semaine pour la presse française professionnelle. On va voir, peut-être que vous aurez un article sur le sujet dans un avenir proche. Et les résultats sont quand même assez particulier et pose pas mal de questions. Déjà, il y a une grande approximation dans les proportions. Parfois, il y a des grammes, mais c'est la cuillère. On ne sait pas si elle est bombée ou pas. Est-ce que c'est une petite cuillère standard? Est-ce que c'est une cuillère à moka? Ça peut être aussi des pincées, des gouttes. Bon, ça ressemble de toute façon beaucoup à une recette de cuisine, comme pour les gâteaux. Aucune des recettes ne contenait du fluor. Vous comprenez que c'est quand même compliqué, en plus, d'incorporer du fluor à ces dispositifs. On pourrait écraser des comprimés de fluor, mais avec le risque de surdosage, pareil, l'absence de reproductibilité d'un mélange à un autre. D'autres points qui posent question aussi, des composés non contrôlés d'un point de vue microbiologique et toxicologique, et potentiellement une haute concentration en métaux lourds quand les recettes contiennent des poudres de charbon ou de l'argile. Peu de recettes contiennent des conservateurs. Il y a aussi très rarement des indications sur la conservation. Par essence, souvent le dentifrice est conservé dans la salle de bain, qui est un milieu chaud et humide. Pour un peu que le dentifrice fait maison soit conservé dans un flacon ou dans un petit pot dans lequel chacun vient tremper sa brosse à dents, vous comprenez que rapidement, ça devient un bouillon de culture. Et puis, il y a des ingrédients qui peuvent être complètement inappropriés, voire délirants. On a trouvé une recette avec de la vodka. Bon, les agents abrasifs, il en faut, carbonate de calcium, charbon, mais à trop forte dose, ils peuvent engendrer des lésions de la muqueuse et des lésions d'usure type attrition. Certains contiennent des agents cariogènes comme de la fécule de pomme de terre. Certains contiennent carrément des agents déminéralisants comme du jus de citron. Le pH est à peu près à 2,4. Et quand on connaît les seuils de déminéralisation de la dentine à 6,2 et de l'émail à 5,5, vous comprendrez bien que ces ingrédients posent quand même problème dans ces dentifrices faits maison. Les familles pensent utiliser des bons produits, mais en fait, c'est plutôt délétère pour la santé orale et une absence totale de carioprévention. Il y a un article qui est sorti il y a quelques mois, en 2024, qui fait l'état des lieux justement sur l'avancée des dentifrices de 1900 à 2023 et les dentifrices dits industriels, mais là, c'est pas un gros mot. Les dentifrices, en fonction de leur composition, ont des modes d'action différents et je pense que si c'est bien de faire ces gâteaux à la maison, je pense qu'il faut laisser aux industriels
industriels le soin de nous fournir en produits de santé de qualité avec des effets contrôlés et reproductibles. Autre question qui me paraissait intéressante à aborder, c'est quand est-ce qu'il faut brosser nos dents ? Même quand on vient de manger quelque chose d'acide, est-ce qu'il faut attendre ou pas avant de brosser? Moi, je sais que j'ai été diplômée en 1993 et on m'avait enseigné qu'il fallait attendre, différer un petit peu le brossage, en fait, pour pas, dans le lavabo, recracher les ions calcium et potassium qui pouvaient être en suspension dans le film salivaire. Donc, Adrienne Lucy et son équipe ont fait une synthèse de la littérature et ont montré qu'en fait, aussi bien en termes d'érosion que de progression des lésions carieuses, il n'y avait aucun intérêt à différer le brossage. Pourquoi c'est intéressant? C'est que parfois, le matin, on est peut-être pressé, on s'habille, on prend son petit déjeuner assez rapidement, on n'a pas forcément une demi-heure ou une heure à attendre à la maison de se brosser les dents avant de partir de chez soi. Donc c'est, à mon avis, un point récent et intéressant, autant pour nous d'ailleurs que pour nos patients. Maintenant, je vais vous parler des vernis fluorés. Et on va voir qu'en effet, la limite entre prévention et reminéralisation, donc soins curatifs, est floue. Elle n'est pas floue dans la nomenclature, mais dans les faits, elle est floue. C'est une technique professionnelle efficace, comme pour le dentifrice fluoré dès l'apparition de la première dent. Et donc déjà une étude qui a plus de 10 ans, publiée aussi dans la Cochrane Library par Marino et collaborateurs, qui a montré une fraction préventive de 37% et 41% respectivement sur dents temporaires et permanentes lorsque le vernis fluoré était comparé à un placebo. La carioprévention a été montrée pour 2 applications annuelles. C'est d'ailleurs ce qui est repris dans la classification commune des actes médicaux, donc fréquence bisannuelle, maintenant pour les 3-24 ans, 25 € par séance, bientôt de 1 à 25 ans, donc à partir de février 2025, et c'est une très très bonne avancée pour la prévention sur le territoire français. 2 limites, enfin pas de limites, mais 2 indications. Le vernis fluoré est indiqué pour les risques carieux élevés, donc on va reparler de la problématique de l'évaluation du risque, et cette cotation ne concerne que les actes préventifs, prévention primaire, même si le mot primaire n'est pas noté dans la classification commune des actes médicaux. Je ne sais pas s'il y a toujours des décideurs dans la salle cet après-midi, j'en vois quelques-uns si quand même. Je suggère une extension à des conditions médicales particulières. Alors, on n'est pas dans le scope aujourd'hui des 3-24 ans quand je note personnes âgées à haut risque carieux, mais il ne faut pas penser que les actes préventifs sont uniquement pour les enfants et les adolescents. Et tous les patients, quel que soit leur âge, pourraient bénéficier de carioprévention via le vernis fluoré. Il y a aussi la question des patients atteints de cancer avec les lésions post-radiques. Et il me semblerait intéressant d'élargir en fait le champ des remboursements pour les dentifrices, pour les vernis fluorés. Et pour les dentifrices fluorés aussi, ça a été évoqué ce matin et c'est un point important. L'intérêt des vernis fluorés par rapport aux dentifrices fluorés, c'est de s'affranchir des problèmes d'observance au quotidien, puisque c'est 2 applications annuelles. Et puis aussi, si on regarde ce qui se passe dans les autres pays, ça serait de permettre à d'autres professionnels de santé d'utiliser les vernis fluorés, décidément. Par les pédiatres, ceux qui, jusqu'à présent en France, voient les enfants dès le plus jeune âge,
Les mesures actuelles vont favoriser l'accès des plus jeunes au cabinet dentaire, mais quand même, il semblerait que ce soit les pédiatres qui soient quand même toujours en première ligne. Pourquoi pas aussi laisser la possibilité d'utiliser des vernis fluorés à des infirmiers, des hygiénistes dentaires et des assistants dentaires de niveau 2, comme ça a été évoqué tout à l'heure pour l'éducation thérapeutique. Le vernis fluoré peut aussi être utilisé en reminéralisation. L'efficacité est démontrée, mais là, en termes de protocole d'application, il y a une absence de consensus. Il y a des études qui montrent que 4 applications à une semaine d'intervalle permet d'arrêter le processus carieux. D'autres auteurs préconisent des applications mensuelles pendant 6 mois. Donc vous voyez 2 protocoles extrêmement différents, et il serait intéressant en fait que des études de recherche, que des équipes de recherche travaillent sur le sujet pour essayer de mieux définir les protocoles, parce que par exemple 4 applications à une semaine d'intervalle, c'est pas forcément facile à placer nous dans notre agenda et aussi dans l'agenda du patient. Surtout, il faut que les applications soient à distance des repas. Personnellement, les endroits où j'ai fait le plus de reminéralisation fluorée, bizarrement, c'est en mission dans l'armée, parce que les patients sont captifs. Finalement, on est tous sur un camp ou tous sur un bateau. Et dans l'armée, même en Afrique, au Tchad, il y a des vernis fluorés et on peut faire de la reminéralisation fluorée. Mais c'est vrai que finalement, c'était presque plus facile dans un cadre militaire que dans un cadre au CHU de Clermont-Ferrand. En 2018, j'avais fait une thèse d'exercice avec des étudiants. On a travaillé ensuite avec Stéphanie Tuberjamin en santé publique et Marco Masvé à 2 articles, un sorti dans la presse française et un sorti dans la presse internationale, pour décrier en fait le manque d'adéquation entre les preuves scientifiques en intervention minimale, donc des preuves internationales, et la classification commune des actes médicaux. Et déjà en 2018, on avait alerté sur le fait que ça serait bien d'avoir une inscription à la CCAM et une définition de la prise en charge tarifaire, donc pour des applications réitérées à visée de reminéralisation. Les scellements de sillon. Alors là, je préférerais parler de scellement tout court. Vous allez comprendre pourquoi. On peut l'utiliser à des fins de prévention primaire, mais pas que. En fait, une seule technique pour 2 indications, préventives et thérapeutiques. Et la même technique, on a à nos dispositions 2 matériaux, des ciments verionomères haute viscosité utilisés avec la technique du press finger qui a été évoquée tout à l'heure, ou des scellements avec des résines composites fluides. Voici les dates si on fait une recherche sur PubMed. Donc les premières traces des scellements préventifs 1968 et thérapeutiques 1986. Pourquoi j'ai voulu insérer cette image-là? C'est juste pour dire que les scellements thérapeutiques, s'ils sont très peu utilisés en France, on ne peut pas dire que ce soit une technique nouvelle. On n'est pas encore à 40 ans, mais pas loin. En matière de littérature récente, qu'est-ce qu'on peut trouver? Pareil, un article publié en septembre 2024 qui fait l'analyse de 25 revues systématiques, 17 sur les scellements préventifs et 8 qui combinent les 2 techniques préventives et thérapeutiques, et 18 méta-analyses. Il en ressort que les scellements ne sont pas inférieurs aux autres interventions en termes de prévention et d'arrêt du processus carieux, tant denture temporaire que permanente. Et donc, on avait comparé les scellements au fluor
à la chlorhexidine, au fluorure diamine d'argent, à des restaurations et des brossages avec ou sans fluor. Ça veut dire quoi? Les scellements préventifs et thérapeutiques sont extrêmement faciles à mettre en œuvre. Bon, je n'ai pas décrit la technique là parce qu'on peut trouver plein de tutos et puis je pense que vous avez tous posé de toute façon des scellements préventifs. Mais si on voit que par exemple un scellement thérapeutique a une efficacité au moins équivalente, voire supérieure à des restaurations, finalement, dans certains cas, il n'y a pas besoin de faire des préparations cavitaires, même lorsque l'on voit clairement qu'il y a une lésion carieuse. Ce qui me semblait aussi intéressant, c'était de décrire finalement quel conditionnement de surface. Est-ce qu'il faut fraiser? Est-ce qu'il faut utiliser de l'abrasion? Est-ce qu'il faut utiliser un laser pour augmenter la rétention et la carioprévention? Eh bien, rien de tout ça. Et les dernières recommandations, c'est d'utiliser simplement une brossette avec de la ponce avant l'utilisation du conditionnement acide spécifique, bien sûr, aux résines composites, donc l'acide orthophosphorique et l'acide polyacrylique pour les ciments verionomères. J'aime beaucoup dans les formations montrer aux praticiens que finalement, avec des dispositifs extrêmement simples, on peut faire de la très belle prise en charge de la maladie carieuse. On n'a pas besoin de dispositifs très très compliqués finalement, on a juste besoin d'avoir une bonne compréhension du processus carieux. Les recommandations de la HAS en matière d'évaluation du risque carieux et des scellements prophylactiques datent de 2006. Ces recommandations ont le mérite d'exister. On va en faire la critique, mais il peut y avoir aussi des critiques positives. On va voir quelles sont-elles. Bon, il faut sceller dès que possible les premières et deuxièmes molaires permanentes chez les patients de moins de 20 ans qui présentent un risque carieux élevé. Donc il y a des preuves de l'efficacité sur les premières molaires et c'est un accord professionnel pour les secondes. Par contre, il n'y a pas d'accord professionnel en cas de risque carieux faible, avec une efficacité non démontrée et le coût évité lié au traitement non démontré. Ce qui est très important aussi, c'est que les scellements se rajoutent à d'autres mesures, aux autres mesures préventives telles que l'utilisation d'un dentifrice fluoré 2 fois par jour. Ça ne remplace pas une bonne hygiène orale. En 2021, si on voulait comparer en fait l'efficacité entre scellement et vernis fluoré, donc revue de la littérature par Casbourg qui montre qu'il n'est pas possible de conclure en l'efficacité d'une technique sur l'autre. Les scellements préventifs sont inscrits dans la nomenclature générale des actes professionnels depuis 2001, ont été repris dans la CCAM, donc toujours première et deuxième molaire, inférieure à 16 ans, un seul remboursement par don. Et c'est donc ce qui est écrit dans les recommandations de la HAS. Première critique, alors ça c'est critique positive. Qui est pourtant, je pense, très peu appliqué, c'est que dès lors qu'on utilise une résine, il faut poser la digue. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est fait en pratique, mais sinon, il faut favoriser donc les ciments verionomères haute viscosité avec la technique du press finger. Donc, on en revient au fait qu'il faut sceller les premières et secondes molaires chez les patients à risque carieux élevé. Pourtant, quand on regarde dans la littérature, on voit que des auteurs ont décrit qu'en termes de carioprévention, finalement, les scellements étaient presque plus efficaces sur les prémolaires que les molaires. Il y a des auteurs qui ont aussi étudié la rétention et la carioprévention sur les dents temporaires. Alors, l'American Association of Pediatric Dentistry recommande l'utilisation aussi des scellements préventifs sur les dents temporaires.
En France, je pense que c'est controversé. Cependant, controversé, les instances disent que la carioprévention n'est pas forcément intéressante par rapport aux topiques fluorés. Cependant, dans la littérature, il y a aussi des auteurs qui décrivent que, clairement, les scellements, déjà, c'est pas que pour les enfants, ça peut être à tous les âges, lorsque le risque carieux est élevé, également pour les adultes. C'est aussi repris dans le dernier système CAMBRA, CAMBRA pour Caries Management by Risk Assessment, qui propose un système d'évaluation du risque carieux, un guide thérapeutique associé, un guide pour les enfants ou les patients avant 6 ans, et un autre chapitre pour les patients de plus de 6 ans et les adultes. Et là, donc, pour les risques carieux élevés, les scellements sont indiqués pour tous les âges. Autre chose, les recommandations de la Haute Autorité de Santé préconisent de contrôler l'efficacité, l'intégrité du scellement et la réparation. La réparation n'est pas prise en considération dans la CCAM. Et là encore, il y a maintenant 6 ans, nous avions suggéré une levée de la limite d'âge, d'étendre en fait l'utilisation des scellements pour tous les types de dents, avec également une possibilité de réparation et de réintervention. Enfin, on critique comment évaluer le risque carieux individuel. En fait, la Haute Autorité de Santé donne des recommandations. Le problème, comme vous le savez, pareil, dans la CCAM, il n'y a pas le bilan carieux. Alors que depuis ce matin, on répète que énormément de patients sont touchés par la maladie carieuse. Il y a pourtant un code pour le bilan parodontal, certes avec des conditions particulières, mais il pourrait quand même être intéressant d'avoir un code et une prise en charge tarifaire pour un bilan carieux précis et complet. Enfin, la Haute Autorité de Santé dit dès qu'il y a suspicion de lésion carieuse, on arrête tout, on ne fait pas de scellement, ça peut être dangereux. Ce qui me permet forcément de glisser sur la troisième option préventive qu'on m'a demandé de traiter, le scellement thérapeutique. Le scellement thérapeutique, première description dans la littérature internationale, 1986. Et là, c'est pas la peine de faire de grands discours. Toutes les études cliniques sur le sujet montrent que c'est une technique au minimum aussi efficace que toutes les autres et que les restaurations. Et sinon, mieux. Et surtout, c'est une technique complètement non invasive. Qu'est-ce qui se passe sous un scellement? La charge bactérienne diminue. Donc, et notamment les lactobacilles et les streptocoques mutans, les deux grandes catégories de bactéries liées à la maladie carieuse. La diminution est durable dans le temps et en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, les bactéries finalement qui sont sous le scellement sont privées de substrat fermenté et le processus carieux est complètement enrayé. Les scellements sont indiqués en cas de lésion améllaire, dentinaire, non cavitaire. Pour ceux qui connaissent l'ICDS, International Caries Detection and Assessment System, on peut sceller les lésions de 1 à 4. Donc ça, finalement, on voit que les soins restaurateurs ne sont indiqués que quand il y a une perte de substance, qui a des incidences fonctionnelles et éventuellement esthétiques. Et aussi, les scellements thérapeutiques sont indiqués en cas d'incertitude sur la présence d'une lésion améllaire, ce qui va donc en contradiction avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé édictées en 2005 et reprises dans le document que je vous ai montré de 2006. Donc bien sûr, vous vous doutez bien que nous militons pour une inscription du scellement thérapeutique à la CCAM avec une définition d'une prise en charge tarifaire. Ma question c'est pourquoi est-ce qu'il faut prendre une fraise et mutiler pour permettre aux patients d'avoir une prise en charge ?
Un document donc, qui a été notamment édicté, enfin repris par les CDF, qui montre que les scellements thérapeutiques, l'idéal serait en effet de créer un code et d'assurer une prise en charge, mais c'est toujours sous réserve de validation de la Haute Autorité de Santé, et à ce jour, je n'ai rien trouvé quant à l'avancée du dossier. Quid des scellements préventifs et thérapeutiques en France? Alors déjà, une enquête par questionnaire que nous avions fait, pareil, avec un étudiant en thèse exercice en 2015, qui avait montré que parmi les répondants, les gens réalisaient beaucoup de scellements préventifs, beaucoup moins de scellements thérapeutiques. À savoir que ne répondent à des enquêtes de pratique que les gens qui sont motivés par le sujet. Donc, ça enjolive toujours la réalité. Donc, vous voyez que pour les scellements thérapeutiques, on a encore un peu de travail. Vous allez me dire, 2015, là, 2024, ça a certainement changé, mais ça n'a certainement pas radicalement changé. Preuve en est, nous avons conduit le suivi d'une enquête par questionnaire, une première enquête que j'ai faite en 2002, que j'ai réitérée en 2012, et là on l'a refait en 2023 via le réseau de recherche clinique en odontologie libérale RECALL. Donc, on a montré ces cas cliniques vus occlusales, radio, et on demandait aux praticiens, est-ce que vous pensez que ces faces occlusales présentent une lésion? Les réponses étaient lésion améllaire, lésion dentinaire, pas de lésion ou je suis incertain. Voici les résultats que nous avons obtenus. Alors, on voit que pour le premier cas, majoritairement, les praticiens détectaient la présence d'une lésion dentinaire et pour le deuxième, une lésion améllaire. On peut quand même se dire que, en fait, il y a quand même une grande variation de la décision diagnostique entre les répondants. Et oui, j'ai mis les chiffres pour les scellements et les restaurations. Pour le premier cas, 52 scellements, 170 restaurations préconisées. On voit quand même que la lésion ne touche que la jonction amélodentinaire. Je ne sais pas quelle aurait été votre attitude. Moi, chez un patient que je peux revoir, que je peux suivre, j'aurais fait un scellement thérapeutique. Et à l'inverse, pour le deuxième cas clinique, 108 scellements, 53 restaurations. En effet, on peut hésiter entre scellement, puisque les sillons sont fractueux, ou simplement une reminéralisation fluorée ou une abstention thérapeutique, et que juste que le patient augmente la dose de fluor dans son dentifrice. Je me suis intéressée aux incertains. Et on se rend compte que si la pratique clinique s'améliore, est moins invasive globalement en 2023 qu'en 2002, le pourcentage de personnes incertaines est toujours le même. Et je me suis demandé finalement, ces incertains, qu'est-ce qu'ils font? Alors, les incertains, qu'est-ce qu'ils font? Pour le premier cas, dans 55% des cas, ils vont faire une restauration, et dans l'autre, 33%. Je ne sais pas, mais je vais fraiser. Et cette notion d'incertitude, on en a parlé un peu ce matin pour le patient. C'est une notion sur laquelle je travaille actuellement avec Brigitte Rogoja et Guillaume Savard. Brigitte Rogoja à Lyon et Guillaume Savard à l'Université de Tours, pour essayer de comprendre ce qui se passe quand les praticiens sont incertains. Sur un autre domaine que la cardiologie, j'ai trouvé des papiers sur l'hypersensibilité dentinaire qui montrent exactement la même chose, que quand les patients ne savent pas, quand les praticiens ne savent pas, ils perdent un peu les pédales et ils ne font pas confiance finalement au potentiel biologique de réparation de la dent avec un petit coup de pouce par exemple, soit d'un scellement, soit d'une thérapie fluorée. J'en profite pour vous dire qu'il reste 2 minutes avant d'entendre le professeur Hervé Tassery. Donc, nous avons déjà communiqué sur le sujet avec Michel Muller-Bola et Benoît Perrier. Donc, osons les scellements préventifs, mais surtout, osons les scellements thérapeutiques.
En conclusion, comme on l'a vu, donc différentes stratégies de prévention, et comme on l'a vu tout au long de la journée, avec un accent sur le fluor topique. Et ce qui est intéressant, c'est dans les perspectives, et ça reprend tout ce qui a été dit ce matin, amélioration de la littératie en santé orale, avec une approche populationnelle et via l'école, et un accès précoce aux visites chez le dentiste, aux soins dentaires de base, au fluor topique. Voici un exemple d'un plan de traitement complet qui va de l'évaluation du risque carieux à tous les soins que l'on peut faire au niveau de la dent, donc le concept CarisCare International, qui reprend l'ICCMS. Il y a différents systèmes. Mais l'idée, et c'est dommage que je n'ai pas beaucoup de temps, j'aurais vraiment aimé bien détailler cette partie-là sur le fait qu'il faut repenser la prévention. Alors déjà, le sucre, en effet. Le mot sucre a été utilisé assez tardivement dans la matinée. Du sucre, il y en a partout, même dans le jambon sous cellophane, puisque c'est un conservateur. Le problème a été décrit déjà depuis longtemps. Le sucrose en 1969, plus largement les sucres en général en 2004. Et on se demande toujours, en fait, où sont les mesures. On parle toujours de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Moi, j'aimerais vous introduire le concept de prévention quaternaire, qui a été d'abord décrit en médecine générale et en cancérologie. L'idée était de ne pas inscrire le patient dans un cercle délétère de soins non nécessaires. Par rapport à la maladie carieuse, on peut reprendre exactement le même schéma, avec prévention primaire, comme on l'a vu avec les outils qu'on vient de décrire, mais qui peuvent être certains utilisés en prévention secondaire et tertiaire. Par exemple, secondaire, les vernis, fluorure, diamine d'argent dont on va parler, et tertiaire, tous les soins invasifs à minima. Et à mon avis, ce qui est super important, c'est le concept transversal de prévention quaternaire qui est d'éviter le surtraitement et d'éviter les dommages iatrogènes. Donc, faire une restauration alors qu'on aurait pu faire un scellement thérapeutique est délétère. Et il ne s'inscrit absolument pas dans le concept de prévention quaternaire. Un concept qui a été développé au départ pour la parodontologie, la dentisterie P4, qui s'applique et qui devrait être aussi pensé pour la cardiologie. P4 pour premier P, préventive, deuxième P, participative, le praticien et toute son équipe de soins autour du patient et de sa famille, prédictive et personnalisée. Et je pense que cette notion de dentisterie P4 serait intéressante à développer dans le champ de la cardiologie, mais même de toute l'odontologie en général.